Un film qui fait sensation, qui est en haut de tous les tops de Prime Video. Depuis que tu m'as appris l'existence du mot steamy, j'y pense à chaque fois que je prends ma douche. Sa Majesté des mouches. Mais quand elle a un rhume, Sa Majesté se mouche. Bonjour à toutes et bonjour à tous, une émission un petit peu spéciale cette semaine puisqu'on est passé en mode hors-série. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine, mes deux acolytes, c'est un petit peu mes Jackie et Benji. Et avec eux on va faire le bilan calmement en se rappelant chaque instant. Dans le rôle de Jackie, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et créateur du concept de Original. Bonjour Gauthier. Salut Romain. Pourquoi Jackie? Mais non, ça me va. Et pourquoi? Parce que derrière, on a dans le rôle de Benji, Johan Sardet, journaliste cinéma et série indépendant, que l'on peut notamment lire chez Just Watch France. Cette ref de l'enfer de Jackie et Benji, j'adore. C'est tellement 1990. Alors, aujourd'hui, un gros plan... On va plan... bientôt mourir. Pardon. Un gros plan sur quoi? Sur le meilleur des plateformes en 2026. Alors, évidemment, en 2026, on n'est qu'à la moitié de l'année. Mais justement, retour sur 6 mois de films, séries, doc ou animés. Qu'est-ce que vous avez peut-être raté mais qui méritait votre attention? Qu'est-ce qui mérite plus qu'une entrée dans votre watchlist et que le temps vous fera peut-être trop oublier? C'est le moment de la séance de rattrapage. Ensuite, vous ne retrouverez pas Gauthier pour sa chronique Les Pieds dans le plat. Bah non. Et de quoi tu ne vas pas nous parler, Gauthier? Je sais pas, la flemme. Donc voilà, faites-vous votre opinion vous-même. Et Johan, tu ne feras pas l'agenda parce qu'il y a 0 sélection de sorties marquantes cette semaine. Effectivement, j'ai décidé de faire un anti-agenda. Et pas de news non plus. Non. Voilà. Ça vient pas de tomber. C'est ça, hors série. Il y a plus rien qui tombe. Mais tout de suite, dans cette torpeur estivale, je vous propose d'enchaîner, non pas avec les news, mais directement avec un hors-sujet dédié, on le rappelle, au meilleur de ces 6 derniers mois. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme, en partenariat avec Cinématiseur. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. Canal+, écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Mais oui, alors évidemment, on n'est pas hors sujet. On est hors série. Hors série. Oui, bien sûr. Tout en parlant de série. Oui. C'est ça qui est magique. C'est ça le sujet. Et oui, cette semaine, donc pas de gros plan à proprement parler, un dossier spécial, une sorte de séance de rattrapage général. On va faire ça de plateforme en plateforme. Et voilà, la grande question, c'est qu'est-ce qui a fait parler sur les réseaux sociaux ou à la machine à café? Qu'est-ce que vous avez raté et qu'on vous conseille de rattraper calmement pendant ces vacances? C'est le moment de se demander qu'est-ce qu'on regarde cet été. Et on commence tout de suite avec Netflix. Le point d'orgue de Netflix en début d'année, c'était dès le 1er janvier. Un point final, après 4 épisodes en novembre et 3 à Noël, et donc un season final, et plus qu'un season final, un série final, 11 heures d'attente, et enfin la boucle est bouclée sur le maître étalon de Netflix, c'était la fin de Stranger Things. Mais c'était d'ailleurs la raison de la venue de Johan. C'est exactement ce que j'allais dire, c'était ma première chez vous, voilà, pour parler de Stranger Things. C'est un final qui a beaucoup divisé, comme j'ai envie de dire toute fin de série finalement. Je rappelle que l'important c'est le voyage et pas la destination. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu une vraie hype au moment des premiers épisodes, donc ça a été séparé en 3 parties par Netflix, et c'est retombé un petit peu comme un soufflet pour certaines personnes, d'autant qu'il y avait cette espèce de théorie que j'ai appris grâce à Romain qui s'appelait le Conformity Gate, qui annonçait le fait qu'il y avait peut-être un épisode caché de Stranger Things qu'on attend toujours, mais qui a encore une chance d'arriver dans 18 mois, je crois. Alors qu'il y avait un truc... Maintenant c'est 18 moins 6. Mais voilà, dans 12 mois. On y croit encore? On y croit encore, bien sûr, ça serait génial. Johan et moi, on y croit un peu. J'y crois un peu, voilà. J'y crois un peu, mais en tout cas, moi, je fais partie des gens qui aiment bien cette fin. Pour moi, en fait, Stranger Things, je me suis rendu compte que c'était un peu la transposition très épique et visuelle d'une partie de Donjons et Dragons dans un basement américain avec des gamins, quoi. Et je trouve que si on le prend de ce point de vue-là, c'est-à-dire que en fait tout ce que vous avez vu au fil de la série, c'est juste un peu des projections mentales des joueurs, donc de la petite bande de 4 là qui sont autour du plateau de jeu. Et ben je trouve que ça fonctionne bien dans ce sens-là. Et comme toute fin de partie, voilà, c'est pareil quand vous terminez un Monopoly ou un truc comme ça, c'est pas super épique. C'est juste une fin, c'est la fin de la journée. Et donc je trouvais que ça racontait ça avec beaucoup de nostalgie.
En général, une partie de Monopoly, ça se termine parce que... Ça se termine pas, en fait. Ouais, ça se termine parce qu'on n'a plus le temps. Et plus l'argent. Ça se finira jamais. Allez, on range, tu vois. À côté de Stranger Things, évidemment, si on avait encore faim de ce genre d'univers, vous aviez les Chroniques de 85, un dessin animé un peu sidequel, comme on dit, c'est-à-dire c'est un projet qui se passe à côté de l'histoire principale, ou le documentaire Making of, qui est sorti une semaine après la fin de la série. Voilà, donc il y avait du Stranger Things pas mal sur Netflix. Et alors là, pour le coup, si je peux en parler un tout petit peu, parce que on a parlé de cette série animée un peu comme d'une curiosité, un truc, on savait pas trop ce que ça voulait faire et tout ça. David, il est venu cette saison. Donc David, ton fils de 6 ans, 7 ans 7 ans, ouais. Lui, il a compris tout de suite, intuitivement, à quoi ça servait cette série animée Stranger Things. Il sentait bien qu'il y avait une hype un peu mondiale autour de Stranger Things, mais qu'il était trop petit pour pouvoir en profiter. Et cette série animée, dès qu'elle est sortie, il s'est mis dessus et il a déjà regardé la seule saison qui existe 3 ou 4 fois, je crois. Enfin, Ah oui. Il adore se sentir concerné par l'événement. Par le truc des grands. Ouais, voilà, exactement. Alors dans un autre registre qui réunit les grands et les petits, j'ai envie de dire, il y a cette spécialisation de Netflix dans le fait d'adapter des séries animées en live action, comme on dit, c'est-à-dire avec des acteurs, des actrices, des décors et des maquillages, etc., etc. Évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur les 8 épisodes de la saison 2 de One Piece, qui a été un raz-de-marée, en tout cas sur les réseaux, et très suivi par les nombreux fans du manga et de l'animé. Moins apprécié que la saison 1, on dirait. En tout cas, c'était le buzz qu'il y avait autour de cette saison 2. La saison 1 a reçu que des compliments, des applaudissements et tout ça. Moins de vagues, on va dire. Ouais. Et pourtant, ceux qui sont moins fans de l'animé ont peut-être pu trouver quelque chose d'un peu moins lourdingue. C'est étrange, les critiques étaient bizarrement pas en phase avec la fanbase, on va dire. Disons que moi qui ne suis pas du tout Japanimation et tout ça, même devant la série en live action, je me demande un petit peu à quoi je passe mon temps, mais bon... C'est exotique et folklorique. Ouais. Par contre, on en parlait la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a eu un raz-de-marée, mais qui s'est arrêté très vite, contrairement à la saison 1 où j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de truc qui durait presque un an, quoi. Alors pour des pirates, c'est bien comme métaphore, mais... Mais là, au bout de 15 jours... Ouais, on n'en parlait plus. On n'en parlait plus. C'était le propos de ta chronique de la semaine dernière, c'est à quelle vitesse passent les événements sur les plateformes et même dans l'audiovisuel de manière générale. Ouais. Mais en tout cas, ça peut être une bonne série de rattrapage pour l'été si vous n'avez pas mis les pieds dans l'eau. J'arrête cette métaphore maritime. En tout cas, si vous n'avez pas testé One Piece, et c'est plus rapide que l'animé, parce qu'on en est à 1000 épisodes, je crois. Ouais. Oui, mais là, vous avez 16 épisodes. Bon, évidemment, ça couvre pas tout, les 16 épisodes, mais c'est quand même un peu plus rapide. Ça va un peu plus droit au but. Et l'animé qui, justement, fait peau neuve, puisque, à l'image de Dragon Ball, ils refont une version nouvellement animée et où on coupe tout le superflu pour garder quelque chose de plus concis. Et ça se lance là dans les jours qui viennent. Et ça garde un enthousiasme un peu premier degré qui est assez charmant, quoi. On a vraiment envie de partir à l'aventure, on a vraiment envie d'exotisme et tout ça. Donc, il y a quelque chose qui emporte le morceau dans le registre de l'enthousiasme, voilà. Et après, il faut... Après, c'est surréaliste aussi comme truc. Faut être d'accord pour voir... Des téléphones, c'est des escargots. Oui. Ou tu sais, des méchants qui s'appellent numéro 3 et qui ont une coiffure en forme de numéro 3, et t'es là... C'est un petit peu lourd, mais bon, voilà. Dans le même genre, Avatar, le dernier maître de l'air, saison 2, on en parlait la semaine dernière, tout juste, qui, pour le coup, est très, très apprécié des fans. Dans les façons de faire de Netflix, il y a aussi cette nouvelle, ce combat. D'un côté, il y a Tom Clancy sur Prime Video, et sur Netflix, il y a Harlan Coben, qui est régulièrement adapté. Et voilà, on a eu récemment I Will Find You sur tes traces, toujours donc même produit par Harlan Coben. Et c'était une pierre en plus, là où il y avait eu Ne t'enfuis plus, faute de preuves, juste un regard, tu me manques, double piège, ne t'éloigne pas, disparu à jamais. Yoann, tu nous disais, on dirait presque des titres de James Bond dans un autre registre. Mais
voilà, si vous aimez du Harlan Coben, il y en a des hecto-kilomètres sur Netflix. Moi, j'ai pu voir Sur tes traces et Ne t'enfuis plus. Les deux, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Hein, si vous aimez les thrillers bien ficelés et où on peut pas deviner la fin, évidemment, parce que y a toujours un vice caché. Voilà, dans le même genre, en début d'année, il y avait cette série qui s'appelait His and Hers, avec Tessa Thompson et John Berntal, qui était assez surprenante aussi et plutôt bien faite. Voilà, donc le Ça a thriller, vachement marché, ouais. ça a vachement marché. D'ailleurs, je crois que les producteurs veulent repartir sur un nouveau, non pas une saison 2, mais Une anthologie, en fait. Une On fait anthologie, une ouais. anthologie, donc un couple différent. Et c'est vrai que tu nous avais partagé les stats dans un précédent épisode. En fait, c'était un peu le succès surprise de l'année de Netflix. Je crois que c'est la deuxième série la plus vue de l'année. Exactement. Ce qui était un peu inattendu quand on voit arriver His and Hers. On fait ça va un peu passer inaperçu. En fait, non. Non, c'était plutôt pas trop mal fait en l'occurrence. Gauthier, je me tourne vers toi. Ah, Le prochain truc marquant sur lequel on voulait revenir, on a fait un numéro entier dédié à cette série, une série sortie de nulle part, une série irlandaise qui s'appelle De Belfast au paradis. oui, Je le refais avec un point d'interrogation. Voilà, une série donc qui mêle comédie, drame et mystère, donc pile pour faire un enchaînement avec les Harlan Coben. Toi, t'avais bien accroché, moi aussi, hein, mais vraiment, toi, c'était un petit coup de cœur de ce début d'année. Ouais, j'ai adoré ça. Le titre original, c'est How to Get to Heaven When You're from Belfast. Exactement. Donc c'est un peu le petit guide Oui. du routard pour Pour accéder au paradis quand on vient de Belfast. Et il n'y a pas du tout de point d'interrogation à l'origine dans le titre. Ce qui m'a passionné, c'est que évidemment, je me suis collé dessus en me disant, c'est irlandais, donc c'est vaguement proto-britannique, donc c'est vaguement proto dans mes cordes. Parce que moi, ma spécialité, c'est le réalisme social britannique. Ça fait tellement classe de dire ça. Ça me rappelle l'été. Moi, je fais une thèse sur les chevaliers du lac de Paladru en l'an 1000. On connaît la chanson, c'est exactement ça. Ouais. Et moi je connais Star Wars. Bon ben voilà. Donc, pardon, réalisme social britannique. Pardon, Gauthier. Et non, ce qui était génial, c'est de découvrir à quel point je me plantais, quoi. C'est une série qui est très singulièrement irlandaise et qui nous fait découvrir tout ce que la culture irlandaise, justement, n'a pas de britannique. Et c'était assez merveilleux de voir ce trio, un peu comme nous, hein, finalement. Trio féminin. Trio de trois patates qui se connaissent depuis hyper longtemps et qui arrêtent pas de je sais pas, faire des bourdes, s'engueuler et tout en ayant un passif. Enfin, je sais pas, c'est trois personnes dont l'alchimie fonctionne. Donc ça c'était très sympa. Il y a un running gag tout au long de la série qui est qu'elles se baladent en voiture à travers l'Irlande et que leur voiture, qui est une voiture de location, est de plus en plus accidentée au fur et à mesure. Elles ont des accidents complètement fous. J'adore ce genre de running gag. J'adore vraiment. Il y avait ça dans Jumanji, c'était la voiture Oui. du flic qui, à chaque scène, est un peu plus abîmée. Et ça me fait hurler de Exactement. rire. Ça, c'est très très bien. Le seul défaut de la série, c'est que il y avait une sorte de ratio 65%, 35% sur une double narration. Donc il y avait 65% qui se passait là en présent et qui était vraiment le meilleur de la série. Et de la comédie. Et de la comédie, ouais. Et il y avait 35% de flashbacks qui devenaient au fur et à mesure, à chaque fois un peu plus pesant, quoi. C'était un petit peu la caution gravitas de cette série et finalement ça alourdissait le propos plus qu'autre chose. Mais tout ce qui se passait au présent était assez charmant. Il y avait notamment un personnage de policier, un jeune homme policier de 24 ans, un truc comme ça, qui leur faisait tourner la tête parce que c'est trois nanas qui se retrouvent à la quarantaine quand elles s'étaient plus vues depuis leurs 18 ans. Et ouais, voir trois meufs un petit peu dévorer des yeux un mec qui est là juste parce qu'il est c'est le seul policier du coin et tout ça. Enfin, tout fonctionnait plutôt bien. C'est une série qui mérite le coup d'œil. Ouais. Il y avait une vraie déconstruction des clichés aussi autour de la Ouais. femme au foyer, Absolument. qui en fait était vraiment ultra proactive et super débrouillarde. À contrario, celle qu'on pense pour être une grenouille de bénitier était partie. Enfin voilà, il y avait des déconstructions comme ça de clichés établis au début. Il y a la chape de plomb du catholicisme par-dessus elle qui est énorme en Irlande. Il y a la traîtresse qui est partie à Londres
dans l'espoir de gagner des BAFTA et tout ça, et qui est rappelé par le pays et tout. Enfin, c'était vraiment des portraits de femmes excellents, super drôles. Hyper attachant. Ouais, c'était vraiment un vrai coup de cœur. Ouais. Dans un autre genre, mais qui rayonne un petit peu autour de tout ça, évidemment, il y a eu 2 saisons de Acharné, dont une qui est sortie cette année. On rappelle, c'est une anthologie, c'est-à-dire que vous pouvez commencer la saison 2, la saison 1, la saison dans n'importe quel ordre. Et cette saison 2 n'a pas eu pareil, les mêmes retombées, puisque la première saison, qui était un peu surprise, il y avait mine de rien 8 Emmy remportés. Donc c'était déluge de prix, ouais, c'était colossal. Voilà, une histoire de vengeance, acharnée en l'occurrence. De couple et de vengeance, enfin de duo homme-femme et de vengeance. Jusqu'où nous mène la violence quand on surenchérit et tout ça. Exactement. Johan, oui, toi qui es plutôt basket, à un moment on a parlé foot. C'est vrai. En cette période de Coupe du Monde. Là, on était revenu sur celle de 2010. Ça s'appelle Le Bus, les Bleus en grève. Et c'était toute l'affaire de la grève des Bleus pendant la Coupe du Monde 2010. Et on a découvert un nouveau Raymond Domenech. Exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était intéressant. On a regretté. N'hésitez pas à réécouter l'épisode qu'on avait dédié à ce documentaire parce que en fait, on y revenait plus longuement. Mais s'il fallait résumer, c'était à la fois hyper intéressant parce que c'était un retour. Du coup 16 ans après, sur une affaire qui avait vraiment été dramatique pour la France, en fait, qui allait au-delà du foot, qui avait des répercussions politiques et plein de choses derrière. Et en fait, c'était intéressant d'avoir le retour aussi bien de Raymond Domenech, qui n'en sort pas grandi, que des joueurs de l'équipe de France, notamment Patrick Evra, qui avait participé à la fameuse grève du bus à la Coupe du Monde 2010. Et en fait, Patrice, j'ai dit quoi ? J'ai dit Patrick. Non, Patrice Evra, pardon. Et en tout cas, c'était très intéressant. Moi, mon seul regret, on l'avait dit, c'est que je pense qu'il y avait de la matière pour en faire une série. Et là, le propos est ramassé sur un documentaire d'1h20 et on en sort un peu frustré, en fait. Alors, je me permets parce que j'ai vécu un truc un peu incroyable ce week-end. J'ai passé le week-end avec un jeune homme de 22 ans, qui est mon neveu, voilà. Et j'ai essayé de lui parler de ce film en lui disant ça revient sur la grève des Bleus en 2010. Et il m'a regardé avec les yeux complètement écarquillés, alors qu'il suit le foot de très près. Il était là, mais de quoi tu me parles ? Donc, en plus, vu qu'on a un peu de public dans le studio, là... Écoutez cette foule La foule en délire. On va revenir là-dessus, parce que c'est hyper important de savoir ça. Nous, on a l'impression que tout le monde le sait, mais c'est juste parce qu'on est vieux. En 2010, il y a eu une Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Et il se trouve que ça s'est hyper mal passé entre l'entraîneur des Bleus et les joueurs. Il y a eu une sorte d'incompréhension, enfin ils se sont engueulés, et ils se sont tellement engueulés que l'entraîneur s'est mis à virer les joueurs les plus... Enfin c'est comme si l'entraîneur d'aujourd'hui virait Mbappé, enfin bon... il avait viré l'attaquant star Nicolas Anelka. Exactement, et ça s'est tellement mal passé qu'à un moment, les Bleus, qui déjà faisaient un début de tournoi apocalyptiquement nul, quoi. Ils ont dit, on fait grève et on ne va pas s'entraîner. Donc, il y avait un bus qui les emmenait au point d'entraînement et ils sont restés à l'intérieur du bus, ils sont jamais sortis. Devant les caméras du monde entier, parce que ça aurait pu rester à huis clos, mais c'est devant les caméras du monde entier, la France, telle qu'on l'aime, fait grève. Exactement. Et ça, c'est beau. Et il se trouvait qu'à l'époque, déjà, les joueurs, on les prenait un petit peu pour des gamins un petit peu trop gâtés, ils savaient pas s'exprimer en public, ils dépensaient leur pognon en voiture de luxe et tout ça. Ils avaient des dégaines un peu, je sais pas, redoutables, quoi. Donc, toute la France s'est mise d'accord pour détester l'équipe de France. Et donc, ce documentaire revient sur cette affaire-là, qui est un petit peu... Il donne des nouvelles clés de lecture, c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire qu'on nous a racontée en 2010... C'est que les joueurs étaient capricieux. Voilà, était une facette de l'histoire, et on se rend compte que beaucoup de problèmes viennent de l'entraîneur, notamment de la récupération politique aussi à côté. Et donc c'est hyper intéressant, un peu frustrant, mais ça peut donner, permettre de... C'est un peu moi, pareil, je vais faire découvrir Les yeux dans les bleus à ma fille. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des espèces de... On est des petites souris au sein des vestiaires.
et pour revivre ces moments qui ont été quand même très marquants dans l'histoire du foot, mais plus globalement, parce que le foot, c'est quand même un impact sociétal assez important. C'est dans l'histoire de la société française, quoi. Donc, les yeux dans les bulles, qui était un documentaire de 1999 et qui revenait sur l'épopée de la Coupe du Monde 98, ouais. qu'on avait gagné à l'époque face au Brésil. Et 1, et 2, et 3-0. Tout à fait. On est jeunes. Netflix, cette année, c'était aussi des films. Et parmi ces films, évidemment, il y avait The Rip, avec Ben Affleck et Matt Damon. Que était plutôt sympa, mais qui n'était pas non plus... pas le meilleur Affleck, Matt Damon. Et de l'autre côté, on avait des choses qui étaient plutôt surprenantes et pas trop mal, mais beaucoup moins médiatisées, comme War Machine, avec Alan Richson notamment. Oui, c'était complètement con, ça, mais très efficace. L'histoire d'un... C'était quoi ? C'était un des soldats poursuivis par un robot venu de l'espace. Ouais, il venait de l'espace, le robot ? Ouais, je sais plus. C'est comme un mix entre Predator et Transformers. C'est complètement con, mais on aime bien. Et des soldats qui étaient en entraînement, donc il n'y avait pas d'armes. Voilà, c'est ça. Ils courent dans la forêt. Et The Rip, qui a un petit peu marqué l'année, donc ce film avec Matt Damon et Ben Affleck, le duo inséparable de copains qui font des films depuis plus de 30 ans, qui a un peu marqué l'année parce que pendant la promo, Matt Damon a été un petit peu sans filtre sur ce qu'attendaient les plateformes des producteurs, et il a clairement dit que il fallait faire des films pour qu'ils soient visionnés par des gens qui sont sur leur portable pendant qu'ils regardent Netflix et tout ça. Donc ça a été un petit événement, ce truc-là. Nous, on en avait parlé en disant que typiquement, pile à la moitié du film, à la seconde près, il y a un revirement à 180 degrés. Enfin, il y a un virage qui est pris. Donc, quand ça arrive aussi mathématiquement précisément, ça peut pas être un hasard. Le film est construit pour que à la moitié, il y ait un truc qui t'embarque ailleurs. C'est curieux, mais c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour voir les singularités des films de plateforme, quoi. Et alors, on en a parlé dans Original, donc je vous renvoie directement à nos épisodes concernés. Mais cette année, c'était aussi Peaky Blinders, l'immortel, fin de série pour Peaky Blinders et Steven Knight. Aucun souvenir. On a eu aussi la série Man on Fire. Aucun souvenir. The Burrows. J'allais la faire. The Burrows, qui était donc une sorte de Stranger Things, mais dans une maison de retraite. Ouais, qui a été renouvelée. Qui a été honteusement annulée. Qui a été honteusement annulée, par ouais. Netflix, voilà, et c'était aussi des choses dont on n'a pas parlé, mais qu'on vous conseille quand même, qui s'appelle par exemple le premier long métrage en stop motion venu du Mexique, I Am Frankelda. C'est aussi Banlieusard 3, troisième volet de la saga dramatique de Kerry James. C'est aussi un documentaire sur les dinosaures qui nous apprennent qu'en fait dans Jurassic Park tout est faux, ils auraient dû tous avoir des plumes parce que ce sont les ancêtres des oiseaux. Et des poulets, voilà, toujours produits par Spielberg. C'est aussi des films de requins nuls comme Thrash, Nature prédatrice. C'est vrai que c'était raté. Celui-là, on vous conseille de pas trop le regarder. Comme le film Apex, qu'on attendait particulièrement. C'est vrai que c'était raté, ça. Et c'était raté aussi. Voilà, ou des trucs que vous n'avez pas regardé, comme De si remarquables créatures, avec Sally Field et Lewis Pullman, et que c'est plutôt pas mal. Très très bons échos critiques, et surtout, ça a touché beaucoup de gens. Donc, un film touchant. Voilà, avec une pieuvre qui, en fait, raconte l'histoire d'amitié entre une femme âgée et un petit jeune. Et qui c'est qui fait la voix de la pieuvre ? C'est Alfred Molina. Voilà, c'est Doc Octopus. C'est ça. C'est bien fait. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec Prime Video, parce que Prime Video, c'était quand même assez chargé aussi cette année. Ça a commencé avec The Boys. On a fait un épisode sur The Boys, Johan. C'était la fin de la série. C'était la fin de la série. Comme on l'a dit la semaine dernière aussi, j'ai l'impression que voilà, mais comme toute fin de série, voilà, ça n'a pas non plus passionné tout le monde. Mais moi, j'ai bien aimé. Il était temps que ça se termine parce que c'était une série qui commençait un peu à tourner en boucle. Mais en tout cas, le propos qui a presque été rattrapé par la réalité trumpiste. Voilà, enfin tout ce qui se passe dans la saison 5, en fait, ça se passe en vrai. Si ce n'est que Trump n'a pas de super pouvoir, mais sinon ça se passe en vrai globalement. Donc c'était très très étonnant de suivre les deux en parallèle et de voir à quel point cette série a été visionnaire. Et puis voilà, sans trop spoiler, mais voir Homelander s'en prendre un peu plein la gueule, ça fait du bien à la fin. Alors l'épisode de Originals de The Boys, il est tout particulier pour moi. Parce que tu n'étais pas là. Parce que c'est le seul épisode d'Originals, de l'histoire d'Originals où j'étais pas là. Mais on t'entend. Et on m'entend quand même. Mais selon les rumeurs, c'était le meilleur. Mais bon. Si vous aimez les super-héros, pareil, de manière, mais la parodie de super, alors pas la parodie, mais une vision cynique du super-héros, il y a aussi Invincible, qui a de très 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 bonnes critiques. C'est de l'animation et c'est fait par Robert Kirkman. Et ultra violent aussi. Voilà, donc si vous avez tout mangé The Boys et ses spin-offs et que vous attendez la suite, il y a Invincible, 4 saisons en dessin animé. On a parlé de Spider Noir.
cette année avec Absolument, ouais. avec Corentin d'Allociné, Spider Noir. Donc on rappelle, hein, c'est une série avec Nicolas Cage qui joue un Spider-Man, mais un peu en mode détective privé des années 30. Mais ça se passe aujourd'hui et c'est disponible en deux versions, une en noir et blanc, une en colorisé. En gros, oui, c'est la version, enfin l'adaptation en prise de vue réelle du personnage que vous aviez vu dans Spider-Verse, donc les films d'animation dans lesquels il y avait donc le multivers et plein de versions de Spider-Man. Et il y avait donc ce Spider-Man entièrement noir en trench coat, donc vraiment sorti d'un film de détective des années 40. Et donc là, en fait, c'est la transposition en 8 épisodes. C'est peut-être un poil long pour ce que ça raconte, mais par contre, la proposition déjà formelle, moi je l'ai regardée en noir et blanc, c'était vraiment sublime. Et puis, on est trop content que Nicolas Cage ait enfin un rôle de super-héros à sa hauteur, parce que jusque-là, entre Ghost Rider, le Superman tout pourri de The Flash et tout ça, c'est un grand fan de comics, il avait jamais eu l'œuvre qu'il lui fallait, et là on est content de voir qu'il donne un Spider Noir très classieux. Oui, puis moi je suis content de le voir se tourner vers le monde des séries aussi, parce que Nicolas Cage, qui a été une immense icône des années 90 au cinéma, vraiment une raison pour laquelle on pouvait se lever, se déplacer et aller voir un film. Oscarisé et tout ça. Sur la longueur, il devient un petit peu une parodie de lui-même. Et il fait plus vraiment recette dans les salles et tout. Enfin, à chaque nouveau film, on voit la critique même se diviser entre est-ce que Nicolas Cage c'est une signature de nanar ou est-ce que au contraire c'est une signature de un truc prestigieux mais qui se parodie un petit peu. Je suis content de le voir se mettre au monde du petit écran. Peut-être que ça lui ira mieux. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, ce truc du on l'a en couleur et on l'a en noir et blanc, c'est un gimmick total, quoi. Ça apporte pas énormément de choses. Non, mais je pense non. que c'est plus un choix d'un studio qui a un peu la trouille de se dire la Gen Z et la nouvelle génération, je leur propose un truc en noir et blanc, c'est pas sûr qu'ils regardent. Donc en fait, on assure nos arrières en mettant la version couleur au cas où. Mais moi, je suggère de le regarder en noir et blanc parce que ça a été pensé comme ça. Alors moi, je vous donne un truc à tous. Si vous regardez votre série et que vous vous dites... tiens, je la verrai bien en noir et blanc. Vous prenez votre petite télécommande, là, et vous coupez la couleur, puis ça fait du noir et blanc. C'est pas là, il y en a Puis qui, voilà, il y a quoi. du noir et blanc travaillé, il y a du oui. Ouais. Enfin bon, c'était vraiment marketing que j'ai trouvé hyper bizarre. Moi, je l'ai vu en couleur. Le générique est en noir et blanc, donc la série vous force un petit peu dans l'idée de en noir et blanc, c'est mieux. Je sais pas. Si vous aimiez les détectives, il y avait aussi chez nos amis de Prime Video Young Sherlock de Guy Ritchie, série qui revient sur les origines donc du fameux détective. Dans un tout autre registre, c'est beaucoup mieux avec un R, un film qui fait sensation, qui est en haut de tous les tops de Prime Video. Enfin, je dis un film, c'est une saga de films à contresens. Et oui, à contresens 1, à contresens 2, à contresens Londres 1, à contresens Londres 2. Voilà, évidemment, c'est ce qu'on appelle la New Romance. On a fait un épisode entier dédié. Apparemment, il faut dire à contresens de Londres. Écoute, c'est possible. Ouais. Rappelle-toi, pendant tout l'épisode, j'ai changé à chaque fois pour faire plaisir à tout le monde. On met le 2 où on veut, ouais. Cette semaine, on parle donc de À contresens Londres 2. Je crois que c'est dans cet ordre. C'est à contresens 2 Londres. J'y étais presque, je l'ai dit en anglais, c'est pour ça. 2 à contre Londres 2. Non, ça marche pas non plus. Voilà, donc la New Romance, évidemment, on pense à Off Campus. Voilà. Johan, je me tourne vers toi. Pourquoi il me balance la patate chaude non, mais de la parce que New tu Romance. nous l'as dit la dernière fois. Non, mais même ta femme les regarde. Mais oui, ma femme les regarde en 2 fois, 3 fois. C'est un vrai truc. Moi, j'ai pas tout regardé. Alors, je suis passé à côté de à contresens. La culpa mia, la culpa tuya, la culpa ellos. Enfin voilà, c'est toute une déclinaison. Mais en tout cas, on sait que Prime a beaucoup misé sur la New Romance. Donc c'est souvent des adaptations de romans pour jeunes adultes qui viennent de BookTok ou enfin en tout cas voilà de comment on appelle ça non Wattpad notamment. Et donc en fait c'est définis-nous un petit peu. Non, me lance pas dans des définitions. Je n'ai pas. Il le fera sur les réseaux sociaux. Là, on n'a pas le temps. J'ai juste placé des mots clés. Voilà, Wattpad, BookTok, tout ça. Mais en gros globalement c'est toujours soit des couples un peu impossibles, donc c'est-à-dire vraiment des ultra opposés mais qui finalement s'attirent, soit des triangles amoureux. Il y a toujours
de la sensualité ou du sexe un peu steamy, comme on dit. Donc en fait, c'est vraiment pour ceux qui ont grandi dans les années 90, c'est le Hollywood Night version plateforme. Et c'est vrai qu'on voit, c'était un virage que Prime avait pris au départ, et en fait que Netflix avait pris au départ, pardon. Et c'est Prime qui a plutôt récupéré Netflix, est parti complètement sur autre chose. Et aujourd'hui, un peu l'écrin de la New Romance, c'est vraiment Prime Video. Et il y a notamment une première New Romance française qui arrive à la rentrée. Et là, tout leur line-up, quasiment chaque mois, il y a une série ou un film qui coche les cases de ce genre, et ça cartonne à chaque fois. Depuis que tu m'as appris l'existence du mot steamy dans Originals, j'y pense à chaque fois que je prends ma douche, quoi. Je sors de là, il y a un peu de vapeur. Steamy. Ouais, mais on peut pas être steamy tout seul. Non. Non, steamy, on est un peu nul. Voilà, on est avec une autre personne pas très habillée non plus, quoi. Du côté du divertissement, c'était la 6e saison de LOL qui ressort, qui s'impose toujours comme un des programmes phares de Prime Video. Alors ils ont essayé de faire des digressions en public, dans des lieux publics plutôt, où il y a eu aussi le Tout Simplement Fan avec Eric et Ramsey, qui est une fausse télé-réalité, etc. Ouais, c'était un peu gênant ça. Mais ça, voilà, bon. J'ai l'impression de voir Truman Show en vrai, et c'était un peu bizarre. Par contre, sur Prime Video, il y a des choses un petit peu plus, discrètes, qui pourtant sont très très bien critiquées, comme The Night Manager avec Tom Hiddleston, qui faisait sa saison 2, comme Bait avec Riz Ahmed 2 et avec Riz Ahmed, des séries un peu spéciales, mais qui, je pense, avaient plus un ADN Apple TV, et qui sur Prime sont passées complètement à côté du public, et pourtant, ce sont des références, chacune dans leur genre, d'autofiction pour Riz Ahmed avec Bait, et d'espionnage, tout simplement, avec The Night Manager. Donc c'est des trucs qu'on vous conseille. Gauthier, je me tourne vers toi parce que Prime est connu aussi pour des projets what the fuck. Alors quand je dis des projets what the fuck, c'est des projets complètement insensés où tu te dis mais comment est-ce que tu fais un film avec ça? Alors il y a eu des trucs comme par exemple tous les Jason Statham avec Shelter, comme La Falaise où c'est des pirates, machin tout ça, Team Démolition où il y a Jason Momoa et Dave Bautista qui doivent dans un monde post-apo récupérer la Joconde. Enfin bon, il y a des trucs complètement comme ça. Non, ça c'était Afterburn. Enfin bon, voilà. Donc il y a des films de deuxième partie de soirée, mais il y en a un. Juste le titre, on s'est dit, ça c'est un truc. Ouais. Et ça s'appelle comment, Gauthier? Ça s'appelle Pirouette Fatale. Ouais, c'était bien ça. On dirait un nom de film au Québec. C'est Pirouette Fatale. Pirouette Fatale. Pirouette Fatale avec Uma Thurman. C'est-à-dire que... Et l'héroïne de À tous les garçons que j'ai aimé, Une New Romance Netflix. Tout à fait. Et la petite danseuse de Sia dans son clip Chandelier. Oui, exactement. c'est vrai. Maddie Ziegler. Mais c'est-à-dire que si t'étais au Festival de Cannes en 1994 et que t'avais vu la Palme d'Or attribuée à Pulp Fiction et tout, je pense pas que tu te serais dit, cette actrice dans 30 ans, elle fera un direct toute plateforme qui s'appelle Pirouette Fatale avec des petites danseuses qui deviennent hyper badass et tout. Donc c'est des ballerines qui vont utiliser leur mouvement de danse en mettant genre des lames entre les orteils pour se défaire de la mafia d'Europe de l'Est. Ouais, c'est un mix entre Hostel et John Wick. Laissez-moi pitcher ça. En gros, c'est une troupe de petites danseuses adolescentes qui sont dans un bus de tournée dans un coin de l'Europe de l'Est un petit peu random. Pour aller faire un concours. L'Europe de l'Est où on mange des gens. Oui, c'est cette Europe de l'Est là où on mange des gens. Et elles tombent en panne dans les bois près d'un motel un petit peu chelou. Elles y vont pour téléphoner. Et c'est le Titi Twister, le truc. Voilà, et puis c'est là qu'elles se font enfermer dans ce motel où on mange des gens peu ou prou. Et donc elles vont devoir survivre en devenant hyper badass. Et c'est ça, en devenant... elles deviennent des armes parce qu'elles sont hyper bonnes en danse. Et elles sont hyper entraînées, elles sont hyper athlétiques. Voilà. C'est ça. C'est génial. C'est typiquement... le genre de nanar, de plaisir coupable que je veux voir sur les plateformes. C'est pour moi, les plateformes répondent à mon besoin de films un peu nuls, mais à mon besoin extraordinaire de films un peu nanardesques. Les vidéoclubs qu'on n'a plus. Exactement. Et dans le genre, on a fait l'impasse dessus, les moutons détectives.
tout à fait. Et Très chouette. Hugh Jackman en vieux berger, imaginez Wolverine en vieux berger, qui lit des whodunit. Alors vous savez, c'est ce genre si cher à Agatha Christie où il y a Hercule Poirot, le commissaire Maigret, des trucs comme ça. Et il leur lit à chaque fois. Et en fait, les moutons écoutent et sont fans de ce genre-là. Et quand le berger il meurt, eh ben les moutons vont mener l'enquête. Et c'est aussi con que ça. Et ça marche. Et ça marche très très bien. Alors c'est un film familial, hein. Un peu. Si vous aviez aimé Babe il y a 30 ans, c'est un peu le même public. Par contre, voilà, les voix des moutons, c'est Bryan Cranston, c'est Julia Louis-Dreyfus, c'est Patrick Stewart. C'est quand même pas non plus n'importe qui. C'est gentiment désuet. C'est la campagne anglaise de cartes postales d'Épinal. Enfin voilà. Et surtout, c'est un whodunit. On en parlait justement la semaine dernière. Moi, le genre me plaît pas trop, et à couteau tiré qui dure 2h30, qui étire les enquêtes et les faux semblants sur vraiment. C'est chiant. Voilà, là, ça Ouais. dure 1h40, et en fait, c'est assez humble. Et du coup, c'est un whodunit où quand t'as la résolution, tu fais ah ouais, sympa. C'est comme si t'avais, c'est un peu comme Pirouette Fatale dans un autre genre. C'est t'as passé un bon moment. C'est pas le plus grand film de tous les temps, mais c'est sympa. Ça t'a pas pris ta journée. Ça m'a pas pris ma journée, et c'est pas. Enfin, ouais, ça reste modeste. Voilà, ça se la pète pas, quoi. Sur Disney+, cette fois, pas mal de séries de super-héros qu'on n'attendait plus. Alors je dis série, mais il y avait aussi un film dans le cas du Punisher. Qui était très bien. Voilà, on les attendait plus. Il y avait un peu ce qu'on appelle la super-héros fatigue en ce moment, peut-être relancée cet été grâce au nouveau Spider-Man, ou en fin d'année grâce au retour des Avengers. En attendant, on a eu des séries qui ont tenté d'autres choses. Et avant de parler de The Punisher, je voulais me tourner vers Gauthier parce qu'on a regardé Wonder Man un peu en se disant oh là là, on va se taper encore une série Disney+ de super-héros. Et en fait, non, on a vu une sorte de The Studio. Absolument, ouais. Mais en version un peu plus intimiste, qui réhabilitait même des personnages secondaires de l'univers Marvel. Et c'était surprenamment intéressant. Hyper bizarre parce que moi je suis le premier à dire depuis hyper longtemps, hein, depuis plus de 10 ans que les super-héros, j'en ai ras-le-bol. Enfin, je veux bien que ce soit un genre un petit peu porteur, mais qu'on le prenne au sérieux à ce point-là. Ça fait 25 ans que ça dure. Moi, j'ai envie de me pendre, j'en peux plus, quoi. Là, il y a Supergirl qui arrive dans demain. Enfin, Oui, avant-hier, dans la temporalité où vous écoutez ce podcast, Supergirl, on sait que ça va se super planter. Hein. J'en peux plus, je comprends plus pourquoi on fait encore des films et des séries là-dessus. Et donc, quand j'ai vu arriver Wonder Man et quand j'ai su qu'on allait faire une émission dessus, j'étais là, non, pitié, je peux plus, quoi. Et en fait, ça marche parce que... ça marche parce que c'est une série de super-héros dans laquelle il faut absolument éluder l'idée que c'est un truc de super-héros. En fait, il le cache. On le cache sur toute la série, et quand on est dos au mur et qu'on ne peut plus faire autrement que de dire bah si c'est un truc de super-héros, là la série s'arrête. Ouais. Enfin c'est le dernier épisode de la saison. C'est pas un spoil non plus, hein, puisque l'important est vraiment ailleurs. Non, c'est l'histoire d'un jeune acteur qui débute à Hollywood et qui se fait conseiller par un vieil acteur. Oui, et qui est obligé de cacher ses super pouvoirs parce que c'est interdit dans ce monde-là d'être acteur si tu as des super pouvoirs. Il y a même tout un épisode débile qui explique le comment du pourquoi c'est interdit d'être acteur si t'as des super pouvoirs. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un épisode avec, un peu parenthèse. avec le super-héros qui s'appelle Dorman. Et la porte. L'homme porte. L'homme porte. Ouais. Non, mais et c'est vrai, juste pour ajouter une seconde, mais moi j'étais comme vous, au moment où tu appuies sur lecture avec ta télécommande, tu soupires. Ah ouais. Tu fais putain. Et en fait, au bout de 5 minutes, tu fais mais c'est vachement bien. Ouais. Et c'était très Trop étonnant fort. ce petit switch. Et donc, on l'a dit, il y avait de l'autre côté The Punisher One Last Kill, une sorte de film de 50 minutes à peu près, qui explique pourquoi est-ce que on n'avait pas The Punisher chez Daredevil et pourquoi Exactement. il sera chez Spider-Man. Alors ça explique pas trop pourquoi il sera chez Spider-Man, parce que moi je pensais que ça raccrochait, et en fait pas trop, donc c'est juste ça vous resitue où est Punisher, en tout cas à ce moment-là. Et en fait, ouais, ce qui est bien, c'est que c'est très ramassé, ça dure moins d'1 heure, et c'est ultra violent, c'est-à-dire c'est le Punisher tel qu'on a envie de le voir. Ça commence, on va dire, sur la première demi-heure, il est plutôt à regretter tout ce qu'il a fait, et être rattrapé par ses démons, ses hallucinations, et puis à un moment, en fait, confronté à l'inévitable, il doit réaccepter de devenir le Punisher, il prend les armes et il défonce tout le monde, et en fait c'est pour ça qu'on aime le Punisher, surtout quand il le fait salement. Il y a quelque chose de très proche dans la mise en scène de The Raid. Ah ouais, et exactement. c'est à ce niveau-là. Il y a vraiment des scènes de baston qui sont incroyables. Oui, sur les toits, dans les couloirs. Ouais, et viscérales, hein, vraiment en termes de... On rappelle que The Raid au cinéma, c'était un petit peu la rencontre entre le film de ballet, l'opéra,
Et le film de Kung Fu, c'est Avec un discours social. Avec un discours social en plus, c'est-à-dire que les scènes de baston sont tellement chorégraphiées qu'il y a plus de violence, quoi. On se croirait vraiment à l'opéra, quoi. Et on avait donc ce fameux aussi Daredevil Born Again saison 2 qui, un peu comme The Boys, hein, on sent que la figure du méchant incarné par Vincent D'Onofrio, elle est quand même très inspirée d'un certain président aux cheveux roux. Même si lui n'a pas de cheveux dans la série. Dans la série. On avait le retour de Malcolm, on en avait parlé avec notamment, on a eu la chance d'avoir comme invité des gens de Malcolm France, enfin un invité dépêché là par le fan club, le fan club officiel français. Bon, ça c'était que 4 épisodes, il y aura pas de suite, ça s'est un peu vautré. C'est un peu comme Scrubs, ça fait un peu pchit, quoi. Mais Scrubs, on vous a refait des épisodes et tout le monde fait ouais, si vous voulez. Si vous voulez. Mais Scrubs a de bonnes critiques, au contraire. Mais non, bonne critique, voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas non plus emballé une génération qui était passée à autre chose, quoi. On va passer très vite parce qu'on est hyper en retard. Bien sûr. Évidemment, en ce moment, c'est la fin de The Bear, donc on peut pas trop en parler, c'est pas encore diffusé totalement, mais c'est voilà la fin d'une série multi-récompensée. On a eu du côté de l'animation Star Wars Maul, avec qui est devenu Dark Maul après avoir été coupé en deux. Visuellement très très beau. Tu l'as fini ? Non, mais moi, j'ai vu, c'est moi oui, moi j'ai tout vu. Et, toi, t'as tout vu. Okay. Et je me disais en 6 épisodes, oh là là, on reste sur notre fin. En fait, il en restait 4. Ouais. Donc, bah oui, quand on voit les 10, on comprend. C'est pas révolutionnaire, mais je trouve qu'il y a une patte, un truc, une touche, quelque chose une sorte de sensibilité dans ce méchant que je trouve assez intéressante. Moi, j'ai vu les 2 premiers et j'ai été très surpris par l'intervention de la police dans l'univers Star Wars. Ouais. Il y a une police. Il y a une police qui fait pimpon. Voilà. Appelez le 17. Et il se tape avec Dark Vador. Et ça, c'est pas mal pour les fans. Voilà, on va pas revenir sur pas mal de choses dont on a déjà parlé. On vous renvoie à nos épisodes concernés, notamment sur The Beauty, sur Lucky Luke, etc. Ouais. Ou même, on va pas revenir sur Pizza Movie, Johan, désolé. Non, c'est dommage. Voilà, vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle un stoner. Je vous laisse aller regarder Google pour savoir ce que c'est qu'un stoner. On va plutôt parler de HBO Max. Voilà, donc en ce moment, l'actualité, c'est The House of the Dragon. Mais en début d'année, c'était A Night of the Seven Kingdoms, un autre spin-off tiré de l'univers de Game of Thrones. Et Gauthier, tu y es allé à contre, un petit peu comme avec Wonder Man. Arculon, ouais. Arculon, et le contre-pied d'intention t'a plutôt séduit pour une série qui est plutôt charmante au final. Ouais, génial. Très très bonne idée de faire du Game of Thrones qui n'est pas du Game of Thrones au fait. Cet univers qui s'auto-digère depuis un peu trop longtemps sur ces idées de la cruauté du Moyen-Âge, qui est-ce qu'on va buter au prochain épisode, les incestes et tout ça. Là, fait un spin-off qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc, à ce que j'ai compris, c'est que dans l'univers de Game of Thrones, à un moment, il n'y a plus de magie. Donc, ça se passe à ce moment où il n'y a plus de magie, il n'y a plus de dragons. On est dans un monde un petit peu réel et plan-plan. Médiéval comme notre Moyen-Âge à nous, quoi. Et là-dedans va arriver un héros qui est le héros le plus nul de tous les temps. C'est le chevalier qui a été l'écuyer du chevalier le plus nul de tous les temps. Personne ne le connaît. Il arrive, il débarque et il dit aux gens, moi, j'aimerais bien restaurer l'idée de la chevalerie. C'est-à-dire que on est des chevaliers, mais en plus, on est cool parce qu'on essaye de faire le bien et tout ça. Tout ça. Et puis, ce monde complètement désenchanté le regarde en disant, mais t'as fumé la moquette, au fait, qu'est-ce que tu veux, quoi. Et donc voilà, lui tout seul, ce héros très très nul, va essayer de redevenir un héros et de faire renaître l'idée de l'héroïsme dans ce monde un peu tout pourri. Je trouve ça chouette. Et là où c'est intéressant en plus, c'est que Game of Thrones avait une dimension épique, royaume, maison qui se battait. Là, on est vraiment à hauteur d'homme. Ça se passe quasiment que dans le cadre d'un tournoi, dans un camp d'entraînement de chevaliers. Dans un bled. Voilà, dans un bled paumé. Je dirais même dans un champ. Voilà, on a les pieds dans la boue et on est juste avec ce gars-là. Et donc, c'est vraiment l'univers de Game of Thrones, mais à hauteur d'homme, vraiment. Et c'est assez intéressant de voir ça. Et il rencontre que des crétins, tu vois. C'est pas du tout l'idée des grandes maisons qu'on a dans Game of Thrones. Même les leaders qu'il va voir, c'est des nobody, quoi. Enfin, c'est des gros bourrins. Mais en fait, peut-être comme l'étaient pas mal de nobles dans les campagnes, tu vois, c'est un peu l'image qu'on peut avoir, quoi. C'est ça, c'est un peu la non-histoire, cette saison, et je trouve ça hyper rafraîchissant dans cet univers qui était trop lourd pour moi. Et moi, j'ajouterais un dernier truc sur cette série, c'est que c'est la plus proche des écrits de George Martin.
C'est celle qui adapte au plus près Oui, c'est vrai des que livres. toi, tu suis très Ouais. près l'univers littéraire. De Ouais, tout ça fait ouais. 15 ans que j'attends le prochain tome, donc évidemment. Dans un tout autre registre, on ne peut pas passer sous silence la série qui va sans doute récupérer la plupart des récompenses cette année aussi. C'est The Pitt. The Pitt sur HBO Max. Une série dramatique médicale, mais une série pas trop comme les autres, où on s'attarde quand même plus sur les soins et la vacuité de certaines errances autour de l'univers médical, notamment aux États-Unis, que sur des romances. C'est emmené par Noah Wyle, c'est produit par les mecs qui avaient fait Urgence, on en a déjà beaucoup parlé puisqu'on avait fait un épisode sur la saison 1, on a fait un épisode sur la saison 2. Ouais. Et avec un parti pris, il faut le rappeler, c'est que chaque saison raconte une journée. Donc c'est un peu comme 24. Chaque saison raconte plus qu'une journée, raconte un shift, quoi, un shift, un service. Un ouais. service des urgences. Ouais, c'est ça. C'est ta ronde quand tu te lèves à 5h du matin, que tu prends ton service à 6h et que tu pars à 21h, quoi. Et chaque épisode est 1 heure de ce service. Ça ressemble beaucoup à 24 heures chrono. Hein. Dans le découpage du temps. Mais ça raconte aussi comment est-ce que les médecins sont face à des gestionnaires financiers, comment est-ce que quand il y a une tuerie de masse, tu gères les choses, comment est-ce que... Enfin, voilà, donc c'est le Covid, il y a tout le spectre du Covid qui plane comme ça un peu dans la tête des médecins. Il y a tout ça dedans, donc c'est une série à voir, je pense. Et c'est une série qui se vend sur regardez comment cette série évite tous les clichés de la série médicale habituelle. Et moi, ça me passionnerait de vous faire une conférence entière de 2 heures sur comment tous les clichés, ils sont tous là, mais ils sont tous un petit peu sous le manteau, mais on vous les revend quand même parce que sinon, on suivrait pas. On va très vite. C'était la fin d'Euphoria. Ça s'est écroulé après 2 saisons qui ont énormément fait parler, qui était un véritable phénomène. Ouais. En parlant de phénomène, il y avait aussi Heated Rivalry. Oh là là. Voilà. Vrai gros phénomène et vrai beau couple de séries. Ouais, mais... Est-ce que ça a été si suivi que ça en France ? En fait, je pense que ça a été très piraté surtout. C'est-à-dire qu'en fait, il est sorti en novembre aux US. Ouais, il y a eu un décalage. Ils ont attendu février, je sais pas pourquoi, pour le sortir en France. Et en fait, tous les fans qui attendaient Heated Rivalry l'avaient déjà vu d'une façon pas très légale. Donc en fait, je pense que les chiffres sont pas au rendez-vous, mais parce que... On peut prendre des gens à témoin aujourd'hui. Heated Rivalry, ça vous dit quelque chose ? Vous voyez ce que c'est ? Personne ne sait ce que c'est. Voilà. Une histoire d'amour entre 2 hockeyeurs. Le public nous dit que si. Et voilà. Le public est divisé. Alors voilà, sur HBO Max, on a quand même eu un direct to plateforme d'un film où il y avait une nommée aux Oscars dedans. C'est-à-dire que If I Had Legs, avec Rose Byrne, qui était nommé aux Oscars. Et on l'a pas eu au cinéma. On l'a eu directement sur HBO. On avait du français avec Privilège, série sur justement l'ascenseur social et le nom d'ascenseur social. Exactement. Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même s'il y a quand même des sortes de biais de séries françaises qui se retrouvent dedans. Il y a eu Rooster avec Bill Lawrence qui est fait par Bill Lawrence, porté par Steve Carell. Donc il y a des choses. Il y a eu Elfman, la nouvelle série de Richard Gall, qui avait fait Mon Petit Renne, série impressionnamment difficile à regarder. Mon Petit Renne. Mon Petit Renne, mais Elfman encore plus. Ouais. Sur la relation difficile entre 2 frères et en même temps une série sur la masculinité toxique. C'est vraiment dodu comme série. On avait plus léger, Rick et Morty saison 9, Johan. Tout à fait. HBO donc continue d'exercer, alors que l'ogre qu'il a mangé cette année, qui s'appelle Paramount, lui avait beaucoup moins de choses à proposer. On va s'étendre juste sur une chose, ça s'appelle From, c'est la saison 4. Oui, toi t'es très fan de From. Je suis devenu, j'ai lancé alors que la saison 4 sortait. Donc voilà, j'ai tout vu, ça y est, j'ai fini la saison 4 hier exactement. C'est entre Lost et Stephen King. Et il n'y a pas de fromage dedans. Et il n'y a pas de... Non, parce que From. Non, en français, c'est Provenance. Hein, donc, d'accord. Voilà. C'est une série d'horreur dans un petit village paumé. Une fois qu'on y va, on peut plus s'en échapper, avec des créatures qui sortent la nuit. Ça m'a rappelé un peu... c'est la Seine-et-Marne, quoi. C'est ça. Finalement. La Seine-et-Marne. C'est le Maine-et-Marne. Le Maine-et-Marne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Sinon, on va parler de Apple TV, bien sûr, avec l'excellente Margot a des problèmes d'argent.
Super série. Super série où là, le pitch il est incroyable. C'est une nana qui se retrouve, qui est prometteuse dans le sens où elle a des talents littéraires vraiment avérés. Elle tombe sous le joug d'un professeur qui la met dans son lit. Elle tombe enceinte. Et là, il dit, je veux rien avoir avec cette histoire puisque moi j'ai déjà une famille. Et elle veut garder le bébé. Et elle garde le bébé. Elle a une maman qui est une ancienne serveuse de chez Hooters et un papa qui est une ancienne superstar du catch. Qui sont joués respectivement quand même par Michelle Pfeiffer et Nico Ferman. Et cette jeune femme qui se retrouve maman célibataire, c'est comment elle arrive à s'en sortir. Et peut-être en faisant du OnlyFans. Et donc c'est tout ce que ça veut représenter à travers... en fait c'est Euphoria, mais bien fait avec des idées. Exactement. C'est ce qu'a raté Euphoria en fait. Exactement, c'est le créneau qui a loupé Euphoria. Au même moment, on a eu Euphoria saison 3 et Margot a des problèmes d'argent. Les deux parlaient de l'utilisation de OnlyFans dans l'ère moderne. Euphoria l'a fait avec tous les clichés qu'on peut avoir sur OnlyFans. Et Margot a des problèmes d'argent, l'a fait avec un pas de côté, une intelligence, un truc auquel on s'attendait peut-être pas. Parce que c'était super cool. Ouais. Peut-être parce que derrière, il n'y a pas Sam Levinson, mais il y a plutôt comme productrice l'actrice principale, Elle Fanning. Voilà, donc ça, et qui coproduit avec sa sœur, entre autres. Vachement bien, hein, une des séries de l'année, Margot a des problèmes d'argent. Et Apple TV qui excelle en ce moment en termes. Alors, c'est une plateforme beaucoup moins regardée. Et pourtant, éditorialement... Tout le monde dit que c'est la meilleure plateforme, en fait. Ça claque pas mal, puisque c'est là qu'on retrouve Sugar, Gauthier. Ah, Sugar. Oui, c'est un titre qu'il faut hurler. De ce que j'ai compris, c'est ça. Il faut hurler le titre à chaque fois. C'est beaucoup trop bien, Sugar. J'ai déjà vu la saison 2, on en avait parlé ici. Je suis en train de la revoir avec ma femme. C'est trop bien. C'est trop bien, moi ça fait partie de mes séries préférées, avec Twin Peaks, avec The Wire, avec Mindhunter et tout ça. C'est de ce niveau-là, donc si vous avez pas vu Sugar, c'est 2 fois 8 épisodes, on en est que à 2 saisons. Et surtout, n'allez pas en ligne, ne tapez pas ça sur Google, n'allez pas lire des articles. Ne spoiler le twist de la saison 1, regardez ça et faites-vous votre avis par vous-même. Surtout le héros le plus beau de tous les temps, quoi. Hein, avec Colin Farrell, beau gosse, avec son costard cravate qui va... faire le détective privé et tout. C'est génial. Moi, de mon côté, dans une autre... voilà, on parlait tout à l'heure de From, mais il y a aussi eu Widow's Bay sur Apple TV. Et c'est un peu les Dents de la Mer qui rencontrent Stephen King, avec un maire sur une île perdue en Nouvelle-Angleterre, donc sur la côte est des États-Unis. Il veut faire venir des touristes, sauf que l'île, elle est hantée par une sombre entité. Et lui, il croit pas au surnaturel. Et en fait, cette série, elle est incroyable parce que elle est à la fois flippante, mais pas au jumpscare. Il y en a quelques-uns, mais plutôt dans l'ambiance. Et à côté de ça, c'est une déconstruction totale des codes du genre du film, des trucs d'horreur. C'est ultra drôle. C'est vraiment une comédie dans laquelle on a saupoudré un peu d'horreur. Et Cathy Dippold, qui est derrière, 15 ans elle a mis pour développer ça et avoir les droits et le feu vert pour le faire. C'est vraiment incroyable. J'ai pas le temps d'en parler vraiment. Je ferai sans doute quelque chose en saison 3 autour de cette série quand la saison 2 sortira, puisque ça a été renouvelé. Mais c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Moi, je vais la rattraper cet été, et juste pour dire que voilà, tous les gens qui m'en parlent, dont toi, ne m'en disent que du bien et me disent que c'est une série idéale pour l'été, parce que justement, ça se passe pendant un été, un peu façon Les Dents de la Mer. Et donc, en fait, c'est vraiment un truc de rattrapage idéal pour cet été. Voilà. Tu veux dire qu'il y aura une saison 3 de Originals ? Et peut-être on nous en parle la semaine prochaine. Wow. Voilà, sinon, il y avait une Monarch Legacy of Monster et évidemment Cape Fear, dont on en a parlé de tout ça. Ouais. On vous renvoie à nos épisodes concernés, mais c'est quand même des choses qu'on vous recommande. Et voilà, je rappellerai aussi que Apple TV se spécialise bien sûr dans la science-fiction avec la suite de For All Mankind ou de Silo. Voilà, entre autres le film de Johan de Travolta qui était à Cannes. Ouais, c'était très chouette. J'ai oublié et le titre français et le titre anglais, donc tu vas me les redonner. Alors c'est Vol de nuit pour Los Angeles. Vol de nuit pour Los Angeles. Et Propeller One Way Night Coach. Ouais, c'est mieux ça. C'est beaucoup plus dur à... Voilà, mais en fait ça dure moins d'une heure, donc c'est étonnant des films qui durent moins d'une heure. Non, c'est 1h01. Voilà, 1h01 et en fait c'est très joli. C'est-à-dire que c'est un peu l'ambiance de Arrête-moi si tu peux.
Il y a le même genre de générique, vraiment old school à la soul bass avec de l'animation et tout. Et c'est vraiment un conte à hauteur d'enfant d'un jeune John Travolta, parce que c'est un peu son histoire, qui découvre pour la première fois sa passion de l'avion lors d'un long voyage à travers les États-Unis. Donc c'était une époque où il y avait des escales. Donc en fait, il y a plusieurs escales au fur et à mesure de son voyage. Il accompagne sa maman. Et en fait, on suit tout ce monde-là à travers les yeux émerveillés de ce gamin. Et c'est très très chouette. On finit en dehors d'Apple et de toutes nos grandes plateformes. Il y a tout ce qui sort à côté qu'on traite pas nous d'habitude parce que ça passe aussi en télé, parce que c'est sur Canal+, etc. Mais je voulais juste te dire que c'était la fin de Paris Police avec la 3e saison 1910, que ça reste une série française de Fabien Nury particulièrement réussie. Et en attendant qu'il soit diffusé quelque part, c'est là qu'il est tombé. La BBC avait produit Sa Majesté des Mouches, et j'en parle pourquoi, parce que c'est Jacques Thorne qui est derrière de Adolescence. Voilà, ça fait partie des séries qui font parler outre-Manche. Sa Majesté des Mouches, le grand classique de la littérature. Voilà, quand on sait que c'est... Mais quand elle a un rhume, Sa Majesté se mouche. Oh, c'était nul ça. C'était très mauvais. Ce que je voulais dire, c'est que Je l'ai pas vu arriver, donc pour moi c'est bien. Je t'ai interrompu pour ça. Non. En plus, ce que je veux dire, c'est que Jacques Thorne, quand même, on l'a vu avec Adolescence, quand il s'agit de parler des problèmes liés à la réalité de la violence de l'enfance et de l'adolescence et de ses déviances, on sait que s'il fait Sa Majesté des Mouches, ça va droit au but, c'est assez impressionnant. C'est de la BBC, donc c'est parfois un peu cheap en termes de production. Ouais. Mais par contre, on sent qu'il y a une véritable envie de raconter quelque chose de très moderne, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. C'était donc ce bilan de ces 6 premiers mois de l'année. Plein de choses à rattraper. Plateforme. Ouais. Il y a énormément de choses, j'ai dû en zapper plein parce que le temps file. C'est là-dessus que s'achève notre émission. C'était donc Original saison 2, épisode 43. Bravo Romain, parce que c'est toi qui as tiré le fil de toute cette émission là depuis le mois de janvier. Bravo. C'était un marathon. Et puis faire des choix, moi je suis nul pour ça, donc voilà, c'était compliqué. On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Merci les copains, ouais. Magic Andou au montage, bon courage. Bon courage, ouais, surtout, accroche-toi. Nous on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Bye bye. Des bisous. À plus.